Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du 11 mai 2024. Nouvelle découverte d'une base terroriste dans le sud de Gaza, notre correspondant Taïl Benalia s'est rendu sur place. Oui, je me trouve actuellement à l'est de Khan Younes, dans ce qui est censé être un espace vert. Pourtant, ici même, les forces de défense israéliennes ont découvert un avant-poste important du Hamas. Regardez plutôt. Une rampe de lancement improvisée pour les roquettes artisanales du groupe terroriste. Et juste à côté, à proximité, un centre de commande avec des chiffres arabes de l'autre côté du mur, écrit en toutes lettres « Stockage d'armes de terreur ». Alors forcément, quand on regarde à l'intérieur, on trouve l'armement typique, voilà, avec l'insigne et le nom du propriétaire. Voilà donc une preuve de plus qu'à Gaza, le mal peut se cacher partout. En effet, merci Taïl Benalia pour ce reportage éclairant, et on ne doute pas que les autorités israéliennes sauront gérer le problème de la manière la plus morale qui soit. Merci de nous avoir suivis, c'était Nicolas Zadok pour i24 Fake News, bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que je constate que la propagande de guerre en général s'est sacrément intensifiée, depuis avant le 7 octobre ou même avant l'invasion de l'Ukraine. Bon, en soi, rien de très étonnant, hein. Mais du coup, on se retrouve avec des semi-remorques d'informations tronquées, orientées, déformées ou tout simplement fausses de A à Z, et qui sont trop peu souvent démenties efficacement. Des dizaines de morts, décapités parfois, dans la localité de Kfar Hatsa, dont de nombreux bébés. Les bébés ont été massacrés, ont été même décapités. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. 40 bébés décapités. L'éventreur de femmes enceintes, celui qui décapite des nourrissons. Et quand on sait que plus une information est répétée, plus elle sera perçue comme vraie, même si elle est jamais prouvée, on est face à un gros problème, qui certes date pas d'hier, mais qui s'amplifie. Évidemment, je sais bien que c'est pas moi, là, avec mes petites vidéos, qui vais inverser la tendance, mais si je peux apporter une modeste participation à la déconstruction de cette propagande, pourquoi pas. Donc je lance ce nouveau format, la revue de propagande. L'idée est simple, je prends les fake news ou autres déformations les plus saillantes dans l'actualité, et j'essaie d'analyser tout ça dans un format plutôt court. Enfin, je vais essayer. Voilà pour l'annonce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, éventuellement à m'envoyer des sujets qui mériteraient d'être traités dans les prochains épisodes, et surtout, abonnez-vous pour être prévenu de leur publication. Sur ce, bienvenue dans ce premier épisode de la revue de propagande, dans lequel on va profiter de quelques enquêtes récentes pour exposer la complicité de notre beau pays des droits de l'homme avec les crimes d'Israël. America's provide Europa's human freedom. No end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great. Okay. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Alors, je vais pas parler de toutes les entreprises privées qui se rendent complices de l'État israélien d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faudrait plusieurs heures. Pour ça, je vous renvoie au site du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions, qui compile beaucoup de ressources. Mais par exemple, on a Carrefour qui a ouvert des magasins dans les colonies de Cisjordanie. Et plus récemment, McDonald's qui a livré gratuitement des repas aux soldats de Tsahal en opération à Gaza. Non, mais c'est vrai que l'épuration ethnique et la colonisation, ça creuse un peu, quoi, ça mérite bien un cheeseburger. En ce moment, chez McDollar, profitez de la livraison à votre futur domicile. Bon, ça c'est de la complicité d'entreprises privées. En plus, pour certaines, avec les histoires de franchises, etc., ça complique un poil la vision. Mais il y a bien un domaine économique majeur dans lequel les États sont des acteurs directs, la production et le commerce des armes. Et évidemment, en toute logique, c'est le premier levier à actionner quand on veut freiner un effort de guerre. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'entre Israël et la France, il y a une grande histoire de coopération militaire. Dès les années 50, c'est la France qui a permis à Israël d'obtenir l'arme nucléaire. Dès sa naissance en 1948, l'État d'Israël est convaincu qu'il doit obtenir la bombe pour assurer sa survie. Et je précise qu'à l'époque, il n'a pas du tout les liens qu'il a aujourd'hui avec les États-Unis. Du coup, les dirigeants israéliens se tournent vers la France, qui accepte leur demande, notamment en échange d'une aide d'Israël dans la lutte contre l'indépendance de l'Algérie. Quelle histoire ça aussi.
Le projet est piloté par le Commissariat à l'énergie atomique et mobilise des centaines d'ingénieurs et de travailleurs français pour la construction de la centrale de Dimona, dans le désert du Negev. Ben Gurion est convaincu que l'arme atomique pourrait définitivement modifier le rapport de force dans la région. Ben Gurion et son émissaire savent que la France a lancé un programme de développement de l'arme atomique. La mission de Pérez est d'accéder à ce programme. À Paris, les portes lui sont grand ouvertes. Les Français, de leur côté, participent à la construction d'une installation atomique dans le désert du Negev. Le complexe alimentera Israël en plutonium. Le secret est gardé aussi longtemps que possible, mais finit par sortir à bas bruit dans les années 60, puis est de nouveau mis devant les yeux du grand public avec plus de détails en 1986, grâce aux révélations de Mordecai Vanunu, un ingénieur qui travaillait dans la fameuse centrale, et qui a payé le prix fort pour avoir dévoilé ces informations. Encore aujourd'hui, Israël maintient volontairement une ambiguïté sur le fait qu'elle détienne l'arme nucléaire, ce qui donne une situation un peu bizarre de faux secret. Tout le monde est au courant qu'Israël est nucléarisé, mais dans sa diplomatie officielle, l'État continue de faire comme si c'était pas le cas. C'est une manière de refuser de subir des inspections de la part des instances internationales compétentes, comme l'AIEA, tout en jouissant de l'effet de dissuasion de la bombe. Mais dans les faits, c'est tellement pas un secret que des officiels israéliens ont même proposé de l'utiliser sur Gaza. Vous êtes un grand malade mental. À partir de la même période, c'est le groupe Dassault qui va être un partenaire clé de l'État israélien. En 1954, le groupe fournit à Israël des avions de combat MD-450 Ouragan. Et en 1962, il y a un autre joli cadeau qui arrive sous le sapin. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. Les MD-620 Jericho, c'est pas de la décoration. C'est des missiles balistiques capables d'embarquer des charges nucléaires. Et c'est bien pour cette utilisation qu'Israël les a achetés. Donc c'est indéniable que dans la construction de l'arsenal nucléaire d'Israël, la France s'est investie jusqu'au bout et a été l'acteur déterminant. Et bien évidemment, toute cette belle collaboration ne s'est pas arrêtée là, hein. Dans la même période, Dassault fournit aussi des Mirage à l'armée israélienne. Et encore en 2020, il faisait partie d'un programme de modernisation et de développement d'engins aériens destinés à la surveillance, la reconnaissance et la collecte d'informations, qui est mené par l'entreprise Israel Aerospace Industries. Airbus est aussi un partenaire historique et actuel, notamment dans le développement de drones et plus récemment dans la surveillance de l'immigration. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que je pense que vous avez compris l'idée. Mais il y a encore un sacré bon nombre d'exemples et pas des moindres. Si vous voulez un aperçu plus complet, je vous renvoie au fascicule de l'organisation Stop Arming Israel qui a regroupé pas mal d'infos. Une fois qu'on a ça en tête, on peut aussi s'intéresser aux ventes simples d'armes et d'équipements militaires. Là aussi, dans la majorité des cas, ça concerne des entreprises privées. Mais dans le commerce des armes, on peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Si une entreprise française veut exporter du matériel militaire, elle doit d'abord obtenir une licence de l'État, qui lui accorde le droit de vendre à une entité étrangère une certaine quantité et un certain type de marchandises sur une ou plusieurs années. Tous les biens catalogués dans ce qu'on appelle la military list sont soumis à ce règlement. Je précise ça pour bien mettre au clair que dans toute vente d'armes à l'étranger, la responsabilité de l'État est pleinement engagée. Donc quand on a ça en tête, on peut se pencher 2 minutes sur le dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armes de la France, qui nous donne pas mal de chiffres différents entre 2013 et 2022. Donc si je regroupe les infos intéressantes concernant seulement Israël sur cette période, ça nous donne ça. On a chaque année le montant, en millions d'euros courants, des prises de commandes par Israël, le montant de l'ensemble du matériel qui a été livré, et le nombre de licences accordées par l'État français cette année-là. Petite remarque en passant, c'est normal que les montants des commandes et des livraisons ne soient pas les mêmes sur chaque colonne, vu qu'une commande va souvent être étalée sur plusieurs années. Et c'est pareil pour les licences d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes de volume, la France est restée un fidèle marchand d'armes pour Israël. Et on voit bien que les points d'escalade dans les crimes envers les Palestiniens n'ont jamais arrêté la machine. Ah mais attendez, en fait c'est sûrement moi qui ai mal compris un truc, parce qu'il y a des règles morales très strictes dans le commerce des armes. D'après le site de la diplomatie française, il y a même 8 critères précis à respecter. Alors, le respect par le destinataire des engagements internationaux. Attendez, Bon, ensuite, le respect des droits de l'homme. Voici l'hôpital Al-Shifa avant l'arrivée des troupes israéliennes et le voici après leur passage. Des rues jonchées de décombres, mais aussi de cadavres. Alors que les maladies infectieuses se propagent, la faim et la malnutrition se répandent et font craindre un risque de famine. Devant l'hôpital Al-Najjar de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, des dizaines de corps enveloppés dans des linceuls. Dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe israélienne a touché un immeuble où vivaient plusieurs familles. Regarde, je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, regarde. Ils vont t'enlever pour le faire parler. T'as vu son dos? Fermez vos gueules. Oui, bon, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la situation interne dans le pays de destination finale. Donc vous avez la Cisjordanie et tous les petits points jaunes et points rouges sont des implantations de colons israéliens. 146 colonies
validés donc par Israël et 144 avant-postes. Attendez, la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale. Une attaque contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie, elle a complètement été soufflée. Une flotte de drones, plus de 100 selon Tsahal, prend la direction de plusieurs cibles stratégiques israéliennes. Il y aura donc une réponse israélienne envers l'Iran. Quand ? C'est toute la question. Bon, d'accord, mais alors il y a aussi le comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale. Ça va quand même. They called a biased anti-Semitic body. The UN is failing and you, Mr. Secretary General, have lost all morality. Après 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Réaction du ministre de la Défense israélien à son arrivée à Washington. Israël ne va pas arrêter la guerre à Gaza. Non mais il y a forcément un truc que j'ai pas capté là. Ah attendez, j'ai compris. Voilà, c'est pas des critères à respecter, c'est des critères à prendre en compte. Et là, on a vu qu'on a au moins 5 critères qui sont foutus à la poubelle. Donc, si on fait le calcul pour 2022 par exemple, ça nous fait 5 raisons de ne pas vendre des armes à Israël et 25 millions de raisons de leur en vendre. Alors, 25 millions, c'est supérieur à 5, donc c'est bon. On a bien pris en compte les critères et on peut exporter. Ouf! On est bon. Non, parce que j'ai eu peur, j'ai failli croire qu'il y avait un foutage de gueule quelque part. Bon, si on reprend notre sérieux 2 minutes, la question à se poser maintenant c'est, est-ce qu'on a des infos sur les livraisons d'armes après octobre 2023 ? Il y a 2 minutes, je disais que les différents pics de crimes de guerre d'Israël dans les dernières années n'avaient pas infléchi les exportations d'armes françaises. Bon, mais là quand même, depuis octobre 2023, Israël mène un massacre d'une ampleur inédite, donc on pourrait se dire que peut-être, cette fois, ça pourrait faire réagir. En tout cas, quand on pose la question au gouvernement, ça donne ça. Aucune munition tirée par Israël n'a été livrée par la France. Pourtant, si on retourne voir le rapport de 2023, on voit bien que l'État a distribué des licences pour du matériel de catégorie ML3, c'est-à-dire des munitions ou composants spécialement conçus pour, et aussi de catégorie ML4, donc des bombes, des torpilles, des missiles, etc. Mais pour ça, le gouvernement a une autre explication. Dans les différentes pièces qui ont pu être livrées récemment, ce ne sont que des composants élémentaires. La finalité en général de ces composants, ce sont soit des armements qui ont vocation à être réexportés depuis Israël vers d'autres clients. Et donc les quelques licences qui ont pu être données sont des licences qui ont permis de par exemple, faire des composants sur les missiles du dôme de fer, c'est-à-dire uniquement sur un système complètement défensif. Les livraisons d'armes qui ont pu avoir lieu ont eu lieu pour notamment des sujets défensifs. Donc, on ne livre pas de munitions, et en fait, tout ce qu'on livre est utilisé seulement pour la défense ou pour la réexportation vers d'autres pays. Bon, même si c'était vrai, perso, je suis pas convaincu que livrer de l'équipement qui servira à entretenir le commerce des armes d'Israël soit beaucoup plus acceptable que de leur en livrer pour leur propre usage. Mais je vais même pas lancer ce débat, parce qu'on a des choses plus concrètes à se mettre sous la dent. Le 25 mars, l'ONG Disclose et le média Mars Actu ont révélé que du matériel militaire était toujours livré à Israël depuis fin octobre 2023. C'est l'entreprise marseillaise Eurolinks qui est en cause. Elle fabrique notamment les liens M27 pour munitions de calibre 5,56 mm. C'est des petites pièces métalliques qui servent à relier les balles entre elles pour en faire des ceintures qu'on pourra équiper sur des mitrailleuses légères pour leur permettre de tirer en rafale. Important à préciser, ces pièces sont tout à fait compatibles avec le Negev 5, une arme fabriquée en Israël et très utilisée par Tsahal. La source de Disclose et Mars Actu leur a fourni une description et des photos qui sont sans appel. Sur l'une d'elles, on peut voir un carton de marchandises qui porte une étiquette indiquant le contenu du colis et l'entreprise destinataire, IAMI Systems, une entreprise israélienne d'armement rachetée par le groupe Elbit Systems, qui se décrit comme le leader mondial des munitions de petit calibre et le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense. Donc si on résume, la France a bien livré à Israël des pièces de munitions, qui certes ne sont pas les balles elles-mêmes, mais qui restent indispensables au fonctionnement des mitrailleuses légères de Tsahal. Suite à ces révélations, qui n'ont pas été démenties par le gouvernement ni par Eurolinks, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a réaffirmé qu'il s'agissait de pièces destinées à la réexportation, donc qu'elles ne seraient pas utilisées par l'armée israélienne. En fait, ce qu'il dit plus précisément, c'est que la licence française qui a été donnée ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ses composants. Ok, donc on peut se demander comment le respect de cette interdiction est contrôlé. Est-ce qu'il y a des chaînes séparées, des inspections en Israël? Y'a rien du tout. Voilà. Et ça, c'est le ministre des Armées et le PDG d'Eurolinks qui l'admettent eux-mêmes. Ils n'ont aucun moyen de s'assurer que cette non-autorisation est respectée. Et l'ambassade de France en Israël déclare ne procéder à aucun contrôle elle non plus. Or, concernant Gaza, on sait que le but des dirigeants israéliens est de faire un maximum de morts et de dégâts, vu qu'ils l'ont annoncé eux-mêmes à plusieurs reprises et de différentes manières. Et dans ce contexte, Tsahal manque cruellement d'armes et de munitions.
En tout cas, c'est ce que rapporte Mike Hartman, un ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne qui s'est remis en service en octobre et qui a ses réseaux bien établis au sein de l'état-major. Interrogé par Disclose, il témoigne sans détour de la situation. Depuis le début de la guerre, nous cherchons à obtenir des munitions auprès de tout le monde. Cette guerre est la plus longue que nous ayons connue, et nous n'avons pas la capacité de combattre pendant plusieurs mois sans importer des munitions de l'étranger. Alors, on résume. On a un État qui est embarqué dans une guerre d'ampleur inédite, dans laquelle il prévoit de faire un maximum de morts, et pour laquelle il manque gravement de munitions. C'est par ailleurs un État qui a élevé le mensonge en sport national et qui se torche le cul avec les règles les plus élémentaires du droit international à un niveau stratosphérique. Cet État donc, quand il reçoit des pièces de munitions indispensables au fonctionnement de ses mitrailleuses, vous pensez qu'il va choisir de les distribuer à son armée, ou bien qu'il va y renoncer parce qu'il y a une petite clause dans un obscur document de licence qui dit qu'il n'a pas forcément le droit de le faire. Ah non, mais je fais que poser des questions, moi, hein. Bon, je crois que la complicité de notre gouvernement est assez établie. Mais il y en a peut-être qui pourraient me dire « Ok, bon, on peut en discuter politiquement, etc. Mais au moins on est couvert par le droit, là, avec nos licences et tout, on n'est pas dans l'illégalité. » Bah moi, j'en suis pas si sûr que ça, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau de la scène juridique internationale, il s'est passé un petit truc au mois de janvier. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention. Dans son ordonnance du 26 janvier, la Cour internationale de justice reconnaît un risque de génocide à Gaza et impose à Israël des mesures conservatoires ayant pour but de prévenir ce risque. Le texte de loi qui est invoqué ici, c'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et d'après ce texte et ses interprétations, les États parties sont juridiquement tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher un génocide. Vous voyez bien où je veux en venir, hein. La CIJ a reconnu un risque de génocide, la France fait bien évidemment partie de la Convention sur le sujet, elle a donc le devoir de mener des actions concrètes pour bloquer ce crime. Et franchement, c'est pas demander la lune, hein. Révoquer des licences de vente d'armes, c'est le minimum syndical qui vient logiquement à l'esprit. La preuve, la Belgique et le Japon l'ont fait par exemple, y compris pour des produits qui étaient officiellement destinés à la réexportation. Dans cette affaire, en plus de foutre à la poubelle toute forme de décence et d'humanité, la France manque honteusement à ses devoirs au regard du droit international. Et pour la forme, ce serait peut-être bien de rappeler à nos dirigeants l'article 3 alinéa E de la Convention sur le génocide. Voilà pour le premier épisode de ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me suggérer d'autres sujets pertinents à traiter. Dans cette vidéo, j'ai gardé le focus sur la France, donc j'aimerais tout de suite désamorcer l'argument qui consisterait à dire « ça va, par rapport à d'autres pays, on représente pas grand-chose dans la vente d'armes à Israël ». Et c'est vrai qu'en termes de quantité vendue, on est bien loin derrière les États-Unis et l'Allemagne par exemple. Mais déjà, la stricte quantité d'équipements militaires vendus ne représente qu'une partie de la relation militaire avec Israël. Rappelez-vous toutes les coopérations interentreprises entre nos deux pays que je mentionnais en début de vidéo. Et encore une fois, je vous renvoie à la documentation sur le sujet. Mais surtout, cet argument, il tient pas en fait, quelle que soit l'ampleur de la coopération. Si vous avez l'habitude de vendre des choses à un type et que vous apprenez un beau jour que c'est un mercenaire sans pitié qui massacre des enfants tous les mercredis, a priori, vous allez couper tout lien avec ce mec, même si vous ne lui vendiez qu'un canif et 2 décapsuleurs par an. Et pour les derniers qui seraient pas encore convaincus de l'hypocrisie hallucinante des gouvernements français et occidentaux en général, je vous propose d'approfondir vous-même une petite comparaison de leurs attitudes vis-à-vis de la guerre à Gaza et de celle en Ukraine. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un acte en violation du droit qui a engendré un lot de crimes indiscutables, les pays occidentaux ont immédiatement condamné la Russie et pris tout un train de sanctions drastiques contre le pays et plusieurs de ses oligarques. Mais pour Israël qui mène un véritable massacre et qui arrive à tuer 2 fois plus de civils en 3 mois que la guerre en Ukraine n'en a fait en 2 ans, bah eux c'est bon, on peut continuer à leur envoyer du barda. Au bout de 6 mois de boucherie, on fera peut-être une petite déclaration, mais bon, ça va, ça reste amical, hein. Sans déconner, le niveau de 2 poids 2 mesures est devenu tellement caricatural que j'ai l'impression qu'on vit tous dans un article du Gorafi. Mais bon, cette absurdité hallucinante, il va bien falloir comprendre d'où elle vient. Donc, au-delà de l'exposition de la propagande, je compte bien continuer à produire du contenu qui amorce des pistes de compréhension. D'ici là, essayez de pas devenir fou, gardez l'esprit critique, et moi je vous dis à la prochaine. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. It's an entire nation that is responsible. I want to make clear Israel's position regarding the ceasefire. Israel will not agree to a cessation of hostilities after the horrific attacks of October 7th.